Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la récupération des tissus appliqués au domaine de la kinésithérapie. Et nous allons notamment étudier ce mécanisme physiopathologique et les différentes phases de réparation et de récupération des tissus en phase aiguë. Et nous allons notamment parler de la rupture fibrillaire, de tendinopathie et des entorses. Alors sur quelles données pouvons-nous baser nos hypothèses? Il nous faut connaître le type de pathologie, le type de blessure et également le type de tissu qui a été endommagé. Donc nous aurons par exemple des entorses donc au niveau des ligaments, déchirures musculaires, fractures osseuses, inflammation d'une bourse ou une périostite. Mais il nous faut également connaître la quantité de tissu qui a été endommagé, la quantité de tissu qui a été endommagé. Et pour cela, on utilise un système de grades dans le cas d'entorse ou de déchirure musculaire. Grade 1 léger, grade 2 modéré, grade 3 sévère. Nous allons voir des exemples un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il nous faut connaître la phase de récupération dans laquelle se trouve le tissu qui a été lésé. Est-ce que ce tissu se trouve en phase hémorragique ou bien inflammatoire ou bien fibroblastique, ou bien dans une phase de remodelage, puisque ces différentes phases vont présenter des spécificités, des caractéristiques qui leur sont propres. Nous devons également recueillir des données par rapport au mécanisme de la douleur. Est-ce qu'il s'agit d'une douleur de type nociceptive ou une douleur de type neuropathique? Et nous devons connaître également certains facteurs qui vont influencer la réparation tissulaire, comme l'âge, le sexe, mais aussi l'apport sanguin du tissu en question, les contraintes mécaniques appliquées au tissu lésé, les médicaments que le patient utilise, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et bien sûr l'état général du patient. Alors on est d'accord pour dire que les temps de réparation des tissus sont des temps plutôt fixes, mais que le kiné a quand même une capacité d'intervention. Quelle est cette capacité d'intervention? Une légère diminution des temps de récupération, une meilleure qualité de la réparation tissulaire, une augmentation de la qualité de vie des patients et une diminution des probabilités de récidive. Alors maintenant, nous allons étudier ces différentes phases. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle le bleeding en anglais ou la phase hémorragique. C'est une phase qui est immédiate et courte et bien sûr dépend de l'intensité, de la quantité, du type de tissu qui a été lésé. Si on compare un tendon et un muscle, le tendon a une vascularisation qui est pauvre par rapport au muscle, d'accord? Et nous allons prendre en compte également la localisation de la structure. Est-ce qu'il s'agit d'une union myotendineuse, d'un ventre musculaire ou d'un tendon? Alors ici, sur cette image, vous avez l'exemple d'un saignement. Il est intéressant de noter qu'on pourra observer un déplacement distal du saignement par l'action de la gravité. Après la phase hémorragique, nous avons la phase inflammatoire, que nous avons longuement étudiée dans de précédentes vidéos. Alors, on se souvient que cette phase inflammatoire va faire intervenir des mécanismes tels que la vasodilatation, la perméabilité, mais également la migration leucocytaire et l'intervention des neutrophiles et des macrophages pour la phagocytose qui vont venir éliminer l'agent pathogène, les agents pathogènes, mais également les débris cellulaires. D'accord? Donc c'est une phase qui dure jusqu'à 4 jours environ, qui va dépendre bien sûr de la gravité de la blessure et du type de tissu. Et on rappelle que la phase inflammatoire est une réponse naturelle et nécessaire. D'accord? C'est une réponse de défense de la part des tissus de l'organisme suite à une blessure locale provoquée par des agents physiques, chimiques ou des germes pathogènes et qui va faire intervenir un processus immunitaire. On se souvient, au début, on a l'arrivée des polynucléaires avec les neutrophiles et ensuite, nous avons l'intervention des macrophages qui sont des dérivés monocytaires mais également des lymphocytes. Alors, cette phase inflammatoire va préparer les tissus lésés à la régénération tissulaire. Comment pouvons-nous détecter qu'une structure se trouve dans cette phase inflammatoire grâce aux signes cliniques de l'inflammation, comme la chaleur, la rougeur, la tuméfaction,
la douleur, mais également l'impotence fonctionnelle. D'accord? On se souvient de ce schéma. Lorsqu'il y a une lésion d'un tissu, on a une libération de médiateurs chimiques qui vont provoquer vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire et attraction des leucocytes qui vont provoquer les signes cardinaux de l'inflammation, à savoir rougeur, chaleur, enflure et douleur. Pendant la phase inflammatoire, le ROM, range of motion, l'amplitude articulaire, est diminuée à cause de la douleur et des contractures de protection. Alors je vous montre ce schéma, ici en phase aiguë, pendant la phase d'inflammation, donc on a l'amplitude articulaire qui est diminuée ici à cause de la douleur. Ensuite, nous avons la phase fibroblastique et dans cette phase, nous allons pouvoir observer une prolifération des fibroblastes. Alors les fibroblastes ont plusieurs rôles dans l'organisme et notamment celui de renouveler le collagène et de faire donc une synthèse de collagène, de produire des fibres de collagène en tant que tissu cicatriciel. On va pouvoir observer après cette synthèse de collagène une néovascularisation, une angiogénèse, des termes que nous avons d'ores et déjà étudiés lorsque nous avons étudié l'oncogénèse. Alors c'est un processus qui consiste en une prolifération des vaisseaux sanguins dans les tissus anormaux ou qui sont dans des positions anormales. Dans cette phase fibroblastique, on va pouvoir noter une phagocytose qui a toujours lieu et une absorption de l'exudat inflammatoire qui devrait limiter le gonflement. Et nous voyons qu'après la phase aiguë, dans la phase subaiguë, on récupère progressivement du range of motion, de l'amplitude articulaire. D'accord? On va avoir une douleur qui va apparaître à la fin de cette amplitude articulaire qui va venir stresser le nouveau tissu cicatriciel. Donc c'est une phase qui va durer entre 3-4 heures à 4 à 6 semaines et vous pouvez voir qu'elle va se chevaucher avec la phase inflammatoire. Ici vous avez les contraintes mécaniques, la résistance par rapport aux contraintes mécaniques du tissu qui est lésé, d'accord, qui va augmenter en fonction de la chronologie, d'accord, et de la phase, bien sûr, de la phase inflammatoire et la phase de prolifération fibroblastique. Donc ici, vous voyez que dans cette phase fibroblastique, on récupère de la force, d'accord, au niveau de ces tissus lésés. Et ici, vous avez une comparaison avec un tissu qui est sain. Donc, après cette phase fibroblastique, on va retrouver ce qu'on appelle une phase de remodelage qui va se superposer, vous le voyez, avec la phase fibroblastique. On va pouvoir notamment toujours observer une prolifération des fibroblastes, une production de fibres de collagène, cette fois-ci très spécifique, et la réorganisation et les propriétés des fibres va dépendre des stimulus mécaniques reçus par le tissu pendant cette période. Alors on pourra noter un raccourcissement du tissu cicatriciel qui peut restreindre la mobilité et l'amplitude pendant cette phase. Donc cette phase de remodelage va durer entre 3 semaines, 1 mois et 1 an. Alors on va faire un petit récapitulatif. Donc ici vous avez la phase hémorragique, d'accord, qui est courte et immédiate, suivie par la phase inflammatoire, avec l'intervention des polynucléaires, des neutrophiles, et ensuite des macrophages et des lymphocytes. Ici est souligné qu'il ne faut pas utiliser d'anti-inflammatoires, puisque l'inflammation, nous l'avons vu, va créer de la douleur, ce qui peut être gênant pour un patient, et ce qui va le motiver à prendre un anti-inflammatoire. Mais le problème des anti-inflammatoires, c'est qu'ils vont retarder l'inflammation qui est une réaction naturelle et défensive de notre corps. Alors cette phase inflammatoire, l'inflammation est la réaction du système immunitaire, nous l'avons dit, suite à une agression externe, exogène, une infection, un trauma, une brûlure, une allergie, ou
internes comme des cellules cancéreuses ou des maladies auto-immunes. Ce qu'on va pouvoir noter, donc, c'est une dilatation des vaisseaux sanguins, par une libération des médiateurs chimiques comme l'histamine, la prostaglandine, les sérotonines, bradykinine, etc. On va pouvoir noter une augmentation de la perméabilité vasculaire, une migration des leucocytes, d'accord, et donc une coagulation, une présence de fibrinogènes et d'autres protéines. Et donc, cette vasodilatation va créer de la rougeur et de la chaleur, et la perméabilité vasculaire qui a été augmentée va créer cette tuméfaction, cette enflure, et de la douleur également. Alors, cela me permet de parler de l'inflammation chronique, qui est une phase anormale de l'inflammation et qui est caractérisée par sa persistance dans le temps. Elle peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs années, d'où le terme chronique. Le caractère chronique de cette inflammation a pour origine le maintien des facteurs d'agression qui peuvent être d'origine infectieuse, toxique ou auto-immune. Alors, dans cette chronicité, un phénomène de cicatrisation pathologique s'installe. C'est ce qu'on appelle la fibrose. Alors, dans l'inflammation aiguë, il existe une séquence stéréotypée. Il y a l'agression, puis il y a la phase vasculaire, la phase cellulaire et enfin la cicatrisation. Alors que dans l'inflammation chronique, il y a toujours la persistance de ces phénomènes d'inflammation, mais également une destruction tissulaire par nécrose et de réparation par fibrose qui vont coexister. Alors pourquoi on peut atteindre cette chronicité avec un non-respect des phases de réparation, par exemple une reprise trop rapide de l'activité ou un repos qui a été insuffisant, mais également par des stimulus croisés pendant les phases, utiliser des exercices excentriques avec de la glace qui a des propriétés, donc la cryothérapie qui a des propriétés anti-inflammatoires. Et cette hyperalgésie chronique donc peut se développer, notamment par l'intermédiaire des nerfs périphériques, qui vont provoquer et maintenir l'inflammation dans la zone d'origine, avec une impulsion dans les fibres C qui vont entretenir cette inflammation par une libération de neuropeptides. Donc dans l'inflammation aiguë, nous l'avons vu, on a une réponse vasculaire, une réponse cellulaire et bien sûr une réponse neurogénique que nous allons détailler. Donc dans la réponse vasculaire, on note vasodilatation, augmentation du débit sanguin, augmentation de la température, augmentation des substances chimiques et une augmentation de la perméabilité vasculaire avec une extravasation du liquide, de cellules, d'anticorps et de substances chimiques. Donc ça c'est pour la réponse vasculaire. Au niveau de la réponse cellulaire, on va noter une migration des leucocytes. On se souvient que les neutrophiles polynucléaires sont les premiers à arriver. Ils vont phagocyter des micro-organismes et des cellules mortes. Et ensuite, on va avoir les macrophages, qui sont ces dérivés monocytaires, qui vont quant à eux également phagocyter, mais vont avoir une durée plus intense et plus durable que les neutrophiles. Et ensuite, on observe cette réponse neurogénique, d'accord, par l'intermédiaire du système nerveux et des fibres C, le système nerveux autonome et sympathique, avec une libération des substances P, comme vous pouvez le voir ici, stimulation nociceptive, avec un déplacement par les fibres C par exemple, et donc une libération de substances P. Et donc les nerfs périphériques peuvent provoquer et maintenir l'inflammation dans la zone d'origine et peuvent devenir un agent déclencheur d'inflammation chronique avec cette sensibilisation périphérique qui va devenir une sensibilisation centrale. Alors d'autres concepts par rapport à l'inflammation, il ne faut pas confondre œdème et œdème inflammatoire. Alors un œdème, c'est un gonflement d'un organe ou d'un tissu dû à une accumulation ou un excès intratissulaire de liquide dans le milieu interstitiel. Et donc ça peut avoir des causes inflammatoires, mais aussi des causes iatrogènes, en cas d'hyperpression hydrostatique des veines, ou en cas d'abaissement de la pression oncotique, ou bien l'altitude. Mais il existe également un œdème inflammatoire que nous avons décrit dans des précédentes vidéos qui résulte du passage dans le tissu conjonctif interstitiel ou les cavités séreuses d'un liquide appelé exudat et qui est constitué d'eau et de protéines plasmatiques. Et donc sa traduction clinique
est un gonflement des tissus qui, en comprimant des terminaisons nerveuses, est responsable de la douleur. Mais la douleur est également provoquée par certains médiateurs chimiques. Donc vous avez l'œdème, mais vous avez également l'épanchement. Qu'est-ce qu'un épanchement? C'est une collection de liquide ou de gaz dans un endroit inhabituel du corps. Et ensuite, deux autres termes importants à comprendre, le transsudat, qui est un liquide séreux, accumulé dans une cavité ou dans un tissu par suintement, et qui est faible en protéines. Et nous allons avoir l'exudat, on a fait une vidéo à part entière sur l'exudat, qui est un œdème qui est riche en protéines et qui a une origine inflammatoire. Donc maintenant, nous allons étudier la rupture fibrillaire ou le claquage. Donc ce sont des lésions dans lesquelles se produisent une déchirure ou une solution de continuité du ventre musculaire. Ici, vous en avez un exemple. Alors, quelles sont les causes? Les causes directes, suite à une contusion, ou de manière indirecte, à la suite d'un allongement brusque du muscle, généralement causé par une contraction rapide et puissante. Au niveau des symptômes, donc de l'inflammation, de la douleur, une tuméfaction, un hématome, une impotence fonctionnelle. Au niveau quantitatif, donc là on va utiliser ce système de grades, on a le grade 1 qui correspond à une élongation, le grade 2 qui correspond à une déchirure et le grade 3 qui correspond à une rupture totale. D'accord? Et la lésion peut être soit intramusculaire, c'est-à-dire qu'elle va toucher uniquement les fibres musculaires, ou intermusculaire, dans ce cas elle va toucher les fibres et les cloisons aponévrotiques. Alors au niveau des phases de récupération, on passe par une phase hémorragique, une phase inflammatoire, donc hémorragique immédiate, inflammatoire environ 4 jours, et on va avoir cette phase fibroblastique qui va commencer entre le jour 4 et le jour 7 avec une activation des cellules satellites et leur migration vers le site de la lésion, et qui peuvent se différencier en myoblaste ou en fibroblast jusqu'au jour 14. Et entre le jour 14 et le jour 21, nous allons pouvoir retrouver la contractilité des fibres lésées. Ensuite, la phase de remodelage, donc qui va se chevaucher, souvenez-vous, avec la phase fibroblastique, à partir du jour 14. Bien sûr, ça va dépendre du grade. Et concernant le tissu musculaire, cette phase de remodelage est relativement courte par rapport à d'autres tissus. Bien sûr, des facteurs qui vont influencer tout ça, la génétique, l'âge, la zone et la magnitude. Alors, dans le sport, il y a des facteurs précipitants de ces ruptures fibrillaires, comme une mauvaise préparation physique, avec un manque de force, d'endurance ou de flexibilité, une absence d'échauffement, une surfatigue musculaire ou une rigidité des tissus. Donc maintenant, nous allons étudier les tendinopathies, appelées couramment tendinite, qui est une famille d'affections douloureuses du tendon qui correspond à une histopathologie spécifique qui met en jeu un mécanisme de dégénérescence tissulaire. Alors, quelles sont les causes des tendinopathies, des lésions directes ou des contusions, ou une surcharge ou un effort répétitif? Au niveau des signes et des symptômes, donc douleur, sensibilité altérée, douleur nocturne, une douleur qui s'aggrave avec le mouvement ou l'activité, et bien sûr, au niveau de la localisation, on va les retrouver en grande majorité au niveau du coude, du tendon d'Achille, des épaules ou du poignet. Au niveau du diagnostic différentiel, donc c'est une douleur qui est très localisée, et c'est une douleur surtout qui est associée à un changement dans les charges, avec une douleur par intermittence, une douleur on-off. Donc il faut bien différencier la tendinopathie réactive de la tendinopathie dégénérative. Donc, tendinopathie réactive, ce terme fait référence à une surcharge aiguë du tendon à l'origine de son épaississement et de la douleur tendineuse. D'accord, ça intervient dans la phase aiguë avec une accumulation de protéoglycanes et ce phénomène est plus courant chez les jeunes athlètes et fait suite à une augmentation de la charge d'entraînement ou à la reprise d'un entraînement après une période sédentaire. Et après cette
tendinopathie réactive, on va pouvoir noter une tendinopathie dégénérative, où on va retrouver de multiples changements structuraux qui vont diminuer la résistance du tendon à la charge, avec une dégradation du collagène, une calcification, une néovascularisation et une perte de la structure. Ici, on a un tendon normal, suite à un excès de contrainte, donc on va s'abîmer les tendons, on va partir sur une tendinopathie réactive, et dans le cas d'un échec de la réparation, on va pouvoir partir sur une tendinopathie dégénérative et observer ce qu'on appelle une tendinose. Alors au niveau des traitements, ici vous avez un article qui s'est intéressé au traitement concernant une tendinopathie patellaire. Donc là, ils ont utilisé des exercices isométriques, des exercices excentriques et des injections de corticoïdes. Donc ce sont des exercices que nous pouvons utiliser, voilà, utiliser des exercices isométriques et ensuite excentriques pour améliorer, amener de la vascularisation et avoir ce résultat bénéfique au niveau des tendons. Alors quels sont les facteurs de risque des tendinopathies, des altérations métaboliques, des dysfonctions articulaires ou musculaires, obésité, surcharge, une mauvaise amplitude articulaire ou un mauvais geste, des surfaces ou un matériel qui ne sont pas adaptés, bien sûr une périodisation de l'entraînement, une adaptation non progressive aux charges et un non-respect de l'échauffement. Donc ça, c'était par rapport aux tendinopathies. Maintenant, les entorses. Donc l'entorse, donc la capacité d'un ligament pour résister à des forces de traction dans la bonne direction, va déterminer le degré de compétence d'un ligament. Et donc la forme du ligament au niveau macroscopique et sa vascularisation vont influencer de manière importante sa réparation. Par exemple, un ligament latéral interne du genou a un plus grand potentiel de guérison par rapport à un ligament croisé, d'accord, qui a peu de chances de guérison sans chirurgie. Alors, quelles sont les causes de l'entorse? Un mouvement brusque, par chute ou par coup. Généralement, l'entorse de la cheville se voit en inversion et vous voyez que les ligaments latéraux vont subir une élongation, un étirement, une rupture partielle ou une rupture complète. Les symptômes, donc on va pouvoir noter de la douleur, de l'inflammation, hématome, impuissance fonctionnelle, et donc aussi la lésion ligamentaire va modifier la capacité proprioceptive de sorte que le réflexe musculo-ligamentaire sera plus lent. Donc pour les entorses aussi, on utilise un système de grades, le grade 1, d'accord, qui correspond à une distension partielle du ligament, qui n'inclut pas les ruptures ou les déchirures. Ensuite, nous avons le grade 2, donc c'est un ligament partiellement ou totalement déchiré. Et le grade 3, nous allons pouvoir observer une rupture complète du ligament avec peut-être un arrachement osseux, une dislocation possible et une perte de la congruence articulaire. Donc au niveau des phases de récupération, donc c'est le même principe, une phase hémorragique, une phase inflammatoire, une phase fibroblastique avec une synthèse de collagène, vous le voyez. Alors au niveau des ligaments, elle est maximale à 3 semaines et le mouvement articulaire, bien sûr, augmente la résistance des ligaments. Okay, comme nous avons pu l'étudier ici pendant la phase fibroblastique, on commence à retrouver un petit peu d'amplitude articulaire et de résistance par rapport à des contraintes mécaniques. Ensuite, vous avez la phase de remodelage ou de maturation. Bien sûr, ça dépend du grade. Et cette phase de remodelage peut commencer entre la 2e et la 6e semaine et peut être maintenue jusqu'à 6 mois ou 1 an. Alors au niveau des thérapeutiques, des traitements, on va maintenir la force, la proprioception, l'amplitude articulaire pendant tout au long de la phase d'immobilisation en respectant bien sûr les différentes phases de réparation du tissu. Alors on va faire un petit résumé. Donc ici nous avons nos différentes phases. Nous avons notre phase hémorragique, d'accord, qui est courte et immédiate. Ensuite notre phase inflammatoire qui peut durer jusqu'à
4 jours et ensuite intervient la phase de prolifération fibroblastique. D'accord, avec la synthèse du collagène qui augmente comme ça et qui va être à son maximum pendant la phase de remodelage. D'accord, et ici on retrouve donc les propriétés mécaniques du tissu pendant cette phase de remodelage. Alors un autre schéma. Donc ici nous avons notre phase hémorragique, d'accord, notre phase inflammatoire avec la migration leucocytaire, mais également la phagocytose, notre phase fibroblastique, donc avec une prolifération des fibroblastes, une synthèse du collagène, une angiogénèse, et dans la dernière phase, donc, on va retrouver notre amplitude articulaire et les propriétés mécaniques du tissu qui a été lésé. Donc, juste avant d'aborder la suite, il ne faut pas confondre rechute et récidive. Donc, une rechute, c'est une reprise évolutive d'une maladie qui était en voie de guérison, d'accord. Et une récidive, c'est une réapparition d'une maladie qui était guérie. Donc, bien avoir en tête ce schéma pour pouvoir adapter notre traitement aux différents cas cliniques auxquels nous serons confrontés. Donc maintenant, je vais parler du protocole Peace and Love. Et pour ça, je vous ai sorti un article par Blaise Dubois et Jean-François Esculier et je vais vous en faire une traduction. Donc la réhabilitation des lésions des tissus mous peut être complexe et au fil des années, les acronymes qui ont guidé la gestion de ces lésions ont évolué. On connaît tous ICE ou RICE, puis PRICE et POLICE. Alors ces acronymes ICE, RICE, PRICE se concentrent sur la gestion aiguë et vont ignorer les étapes subaiguës et chroniques de la guérison des tissus. C'est pour ça que maintenant on utilise l'acronyme Peace and Love. Alors, les auteurs de l'article postulent que de nouveaux acronymes peuvent aider à l'optimisation de la récupération. Et donc, l'acronyme Peace and Love qu'ils ont développé vont englober le continuum de la réadaptation des soins immédiats par l'intermédiaire de Peace et de la prise en charge ultérieure par l'intermédiaire de Love. Alors ce protocole Peace and Love souligne l'importance d'éduquer les patients et de s'attaquer aux facteurs psychosociaux pour améliorer le rétablissement. De plus, alors que les anti-inflammatoires présentent des bienfaits sur la douleur et la fonction, cet acronyme signale que leur effet potentiellement nocif sur la réparation optimale des tissus. Tout ça, nous l'avons étudié. L'inflammation est une bonne chose et utiliser des anti-inflammatoires pour combattre la douleur, effectivement, va retarder ce processus naturel qui est l'inflammation. Donc, nous allons décrire tout ça, Donc, pour le protocole Peace, que nous allons utiliser en phase aiguë, à savoir dans la phase hémorragique et dans la phase inflammatoire. L'objectif, c'est d'accompagner le processus inflammatoire sans gêner le développement, mais en limitant les symptômes. Donc, immédiatement après la lésion, il faut protéger la structure blessée, élever l'extrémité plus haut que le cœur, élévation, éviter les anti-inflammatoires, avoid anti-inflammatories, y compris la glace qui a des propriétés anti-inflammatoires, comprimer la zone blessée pour diminuer l'épanchement et l'œdème, et bien sûr éduquer le patient pour qu'il soit acteur de son rétablissement. Donc je répète, P comme protection, repos fonctionnel, E comme élévation, A comme éviter les anti-inflammatoires, C comme compression par l'intermédiaire d'un bandage compressif, et E comme éducation. Et donc, si nous voulons limiter la douleur, sans utiliser d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, on pourra utiliser par exemple un TENS analgésique qui est athermique. On pourra faire du drainage lymphatique ou de la massothérapie pour favoriser le retour veineux et bien sûr proposer des exercices thérapeutiques et des exercices de proprioception. D'accord ?
même si les exercices thérapeutiques seront davantage utilisés dans la phase subaiguë, dans la phase fibroblastique et de remodelage, on s'en souvient. Donc c'est là qu'intervient le protocole LOVE, donc la charge optimale graduelle va faciliter la guérison, d'accord? Nous l'avions vu avec ces exemples d'exercices isométriques, d'exercices excentriques, donc la charge optimale graduelle, très important, va faciliter la guérison. Pourquoi graduelle? Puisqu'on se souvient de ce schéma, va faciliter la guérison. L'optimisme va jouer un rôle dans la perception de la douleur et de la vitesse de guérison pour éviter que le patient s'enferme dans un cercle vicieux psychologique ou physiologique par rapport à la douleur, où il va vouloir éviter la douleur et où il va se déconditionner, etc. L'activité va favoriser donc la vascularisation, comme V, vascularisation des tissus blessés, et l'exercice, force, cardiovasculaire, proprioception, permet de retrouver les conditions physiques préalables et toute l'amplitude articulaire. Et nous allons terminer cette vidéo sur le rôle du kinésithérapeute. Alors, le kinésithérapeute a une influence sur le fonctionnement en mouvement de la personne. Il va repérer les dysfonctions, les limitations d'activité, de la participation, et va même adopter un rôle curatif, préventif, éducatif, palliatif et de transformation. Alors, quelle est la définition de la santé? La santé est un état, selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Pour les kinésithérapeutes, nous mettons la mobilité complète et fonctionnelle au centre de ce que signifie être en bonne santé. Donc, le modèle médical et biologique, par lui-même, ne suffit pas à décrire les effets des pathologies sur la santé fonctionnelle et sur le rétablissement des individus, ce qu'on appelle l'approche classique, l'approche biologique. Et pour cela, il faut en plus adopter cette approche biopsychosociale et y inclure des facteurs sociaux et psychologiques. Face à une douleur, par exemple une rupture d'un ligament croisé, donc les facteurs biologiques, c'est bien sûr la physiopathologie du tissu en lui-même, mais également l'anatomie, la biomécanique et les antécédents. D'accord? Donc ça, ce sont des facteurs à prendre en compte, mais pas seulement, puisqu'il y a des facteurs sociaux également et des facteurs psychologiques. Des facteurs sociaux peuvent être la situation économique, l'entourage, la famille, la situation de travail, le stress, l'optimisme, par exemple. Un joueur professionnel de 22 ans va présenter des différences par rapport à un homme de 60 ans qui est sédentaire. Et bien sûr, des facteurs psychologiques. C'est-à-dire que si ce jeune de 22 ans a une Coupe du Monde dans 3 mois, ce sera différent de ce sédentaire de 60 ans qui est stressé car il vient de perdre son travail. Donc, il faut, par rapport à cette approche uniquement biologique, adopter, inclure toutes ces dimensions psychologiques et psychosociales, d'accord, dans notre traitement et dans notre diagnostic. Voilà, donc des facteurs psychologiques comme les processus cognitifs, la combativité, la personnalité, les émotions. Ok. Donc, quelle est notre action? Donc, nous, en tant que kinésithérapeute, on veut limiter la déficience pour limiter la dysfonction et le handicap, d'accord, la déficience qui est une insuffisance physique liée à une structure corporelle, et la dysfonction et l'ensemble des difficultés d'adaptation. Et avant d'arriver sur le handicap, où bien sûr on va avoir une absence de participation dans les activités. D'accord? Donc il faut également analyser les facteurs contextuels, les facilitateurs ou les barrières des facteurs intrinsèques ou extrinsèques. On fera plus de vidéos par rapport à ça. Donc, par rapport au diagnostic médical et au diagnostic du kinésithérapeute, donc lorsque le patient va se présenter chez son médecin de famille, donc il va faire un diagnostic médical sur la déficience, d'accord, sur les lésions structurelles, et va pouvoir compléter donc son diagnostic avec des examens médicaux ou de la radiologie. Et donc il va nous faire une prescription tendinite au niveau de l'épicondyle latéral, faire ça, rééducation, etc. Et donc le kiné,
lui, lorsqu'il va se confronter au patient pour la première fois, va faire un diagnostic de kiné. Il va faire une anamnèse avec l'histoire médicale, repérer les signes, les symptômes, le mécanisme de la douleur, le mécanisme lésionnel, mais également analyser les différentes répercussions que cela va avoir sur les activités de la vie quotidienne et faire un diagnostic et un pronostic. Et donc, très important d'utiliser également cette approche biopsychosociale que nous venons d'étudier. Et donc, le kiné va utiliser différents outils, d'accord, pour faire son évaluation. Par exemple, il va utiliser une échelle d'évaluation de la douleur. Comme ça, il va pouvoir mesurer d'une séance à une autre s'il y a une amélioration au niveau du ressenti de la douleur. Donc, on va utiliser une échelle EVA où le patient va venir classer de 0 à 10 quelle est l'intensité de la douleur. D'accord? Dans quel contexte? Par exemple, s'il a mal s'il a une épicondylite, une tendinite aux épicondyles, à l'épicondyle latéral, donc ça voudrait dire que ça touche notamment les extenseurs, donc il va nous dire par exemple, j'ai de la douleur 7 sur 10 lorsque je fais de la moto, voilà, parce que pour accélérer, il faut partir en extension du poignet. D'accord? Il va pouvoir notamment sentir aussi grâce à de la palpation, de l'observation, etc. un hypertonus des extenseurs, une perte de l'amplitude articulaire au niveau de l'extension du poignet et un bilan musculaire de 2 sur 5. Donc ça, ce sont des outils que le kiné va utiliser pour poser son diagnostic de kiné. Et bien sûr, au niveau des traitements, donc il va pouvoir faire de la massothérapie, des étirements, de la mobilisation passive, de la proprioception, du TENS, etc. Le kinésithérapeute possède, conformément au cadre législatif correspondant, la capacité de poser un diagnostic propre aux compétences de la kinésithérapie pour ensuite sélectionner les techniques appropriées pour le traitement du patient. Le diagnostic en kinésithérapie ne doit jamais entrer en concurrence avec le diagnostic médical qui le précède, mais cherche à identifier le mouvement pathologique car il connaît avec précision le système musculo-squelettique et la biomécanique. C'est ce qui fait la force du kiné. Et donc, quels sont les objectifs? Comprendre le processus physiopathologique du patient pour débuter un traitement adapté, ça nous l'avons dit. Repérer également les dysfonctions secondaires, mais également les dysfonctions principales. Établir des objectifs, établir des hypothèses et des objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. Contrôler le résultat du traitement, mais également repérer ce qui est en dehors de notre pratique, comme des pathologies de type red flags, d'accord? Et bien sûr, il y a une approche pluridisciplinaire, un dialogue avec les autres professionnels de santé. Ici, je voulais terminer sur ce petit tableau par rapport au temps de récupération des muscles. Donc ici, en fonction, alors le grade 1, ça va de 1 à 4 semaines, d'accord, de récupération. Le grade 2, de 3 semaines à 12 semaines. Et le grade 3, jusqu'à 6 mois. Au niveau des tendons, donc on a la tendinite de 3 à 7 semaines, d'accord. Et rupture au niveau des ligaments, donc grade 1 de 2 jusqu'à 8 semaines, grade 2 de 2 jusqu'à 6 mois, et grade 3 de 6 mois jusqu'à 12 mois. Alors grade 2 de 2 mois jusqu'à 6 mois ou 2 semaines, moi je pense que c'est 2 mois, 6 mois, 6 mois, 12 mois, et au niveau des fractures, de 6 à 8 semaines. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo, et je vous dis à très vite, au revoir.